Attention! Cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Les points de vue exprimés dans ce podcast sont nos avis personnels. Nous ne sommes pas des spécialistes, pas des coachs. Merci. Salut à tous, bienvenue encore sur Alexis Bombal Podcast. Et aujourd'hui, nous sommes avec une femme, une mère, que vous allez découvrir aujourd'hui. Et nous saluons déjà Maman Lei. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alexis. Et comment vous allez? Je me porte très bien, merci. C'est pour la première fois dans ces podcasts? Oui, c'est pour la première fois. Quelles sont vos impressions, l'accueil et tout? Oui, l'accueil est très chaleureux. Merci beaucoup. Alors, comme c'est la première fois, votre présentation, qui est Madame Lei? Ah. Alors, je suis Lei Moussene, la fille de son père et de sa mère. Mon père, c'est Monsieur Moussene Santini Bella Sayon, et ma mère, Sophie Nzenze Moussene. Alors, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Alors, je suis mariée depuis 18 ans à Monsieur Henri Foufa Boyengue et mère de 2 enfants. Ok. Voilà. Et là, je pense à côté identité, famille et tout. Et puis, professionnellement, qu'est-ce que vous faites? Votre parcours. Le parcours professionnel. Professionnel et tout. Si vous voulez, vos titres, je sais pas comment est-ce que vous allez organiser tout ça. Alors, je suis licenciée en administration des affaires de l'Université protestante au Congo, option finance, banque et assurance. Alors, au pays, j'ai travaillé en tant que coordonnatrice d'une activité scolaire dont je tais le nom parce que le propriétaire de l'activité ne m'a pas autorisé de faire la publicité de son activité. Donc, j'étais coordonnatrice pendant 10 ans et 6 mois. Ok, mais qu'est-ce qu'on faisait à l'intérieur? Quelles étaient les activités à l'interne de... C'était la gestion. La gestion administrative et financière. Voilà. Et ici, je ne suis... De toutes les façons, depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas encore travaillé dans mon domaine. Je vois. Voilà. Je suis dans les domaines apparentés, mais ce n'est pas mon domaine dans le sens propre du mot. Je vois. Voilà. Bon, ici, je suis aussi, je suis en train de travailler, je suis dans la manufacture, mais je pense que d'ici là, on est en train de préparer le lancement de quelque chose que les gens connaîtront très bientôt. On reviendra ici, je pense qu'on aura notre épisode sur ça. Et c'est le mois de la femme. Et d'ailleurs, je vous ai suivi un peu partout. Je sais pas si vous portez vraiment la flamme de ce côté. J'ai vu hier, il y avait conférence. Donc, d'ailleurs, tout ce mois, je vous ai vu un peu partout, vous défendez et tout. Et déjà, pour commencer, mois de la femme, journée de la femme, mois des mères, journée des droits de la femme. Dans mes recherches, j'ai trouvé un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on célèbre? C'est la journée de la femme ou bien la journée de droit de la femme? Bon, la journée internationale de la femme, est synonyme de la journée internationale des droits des femmes. C'est la même chose? Oui, c'est la même chose. On a juste ajouté droit de la femme pour plus de précision, dirais-je. Pour éviter la confusion qu'il y avait avant. Alors, la journée internationale de la femme met en avant les droits des femmes et la fête des mères, c'est une célébration pour honorer les mères. Je me limite à dire mères parce qu'il y a des mères biologiques et des mères adoptives. Voilà. Toute personne qui est mère, qui a des enfants, ses enfants l'honorent ce jour-là de la fête des mères. Voilà. Maintenant, dans cette journée mais parce qu'aujourd'hui on parle de moi. Au départ, c'était journée. Maintenant, c'est moi. Je sais pas. Bon, je pense qu'on a juste voulu, rendre ça un peu plus grand. Mais à ce que je sache, il n'y a qu'une seule journée, le 8 mars, qui est une journée
internationale reconnue officiellement par les Nations Unies. Donc, cette journée fait partie des 87 journées internationales retenues par les Nations Unies. Donc, nous avons juste la date du 8 mars. 8 mars. Bon, les femmes, pour un peu colorer, donner un peu beaucoup de punch à la chose, on dit mois de la femme. C'est une journée qui est le 8 mars. Moi, j'aime parce que au-delà du 8 mars, il y a beaucoup plus d'activités que vous pouvez exploiter maintenant dans tous les mois, conférences et tout. Parce que si c'est le 8, peut-être c'est une seule journée, c'est pas vraiment plus de temps, quoi. You know. So, maintenant, qu'est-ce que la femme réclame, ou bien qu'est-ce que vous célébrez, si je peux dire ça comme ça, dans cette journée? Alors, qu'est-ce que nous célébrons? Là, nous devons rentrer à l'historique de cette lutte, parce que ces femmes se sont soulevées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour deux raisons. La première raison, c'était l'égalité des droits entre l'homme et la femme au travail. Et la deuxième revendication, c'était le droit de vote pour les femmes. Parce qu'à l'époque, la femme n'avait pas le droit de voter. Bien qu'elle exerçait déjà la politique, mais elle n'avait pas le droit de voter. Quand il y avait élection, elle était juste spectatrice, dirais-je. Voilà. Et c'était ça qu'elles avaient réclamé à l'époque. Et du côté travail, la femme était sous-payée. La femme était sous-payée par rapport à l'homme, c'est-à-dire vous vous retrouvez en train de faire le même travail, vous accomplissez les mêmes tâches, mais l'homme est plus payé, rémunéré que la femme. À cette tout époque-là, simplement parce qu'il est homme. Tout simplement. Là, la femme travaillait déjà. Oui, la femme travaillait déjà. La femme travaillait déjà, mais elle vivait l'injustice, elle subissait l'injustice parce que on lui dit que non, vous faites le même travail avec l'homme, mais l'homme doit être de loin mieux payé que toi. Une différence qui était, si l'homme avait $10, la femme devait toucher 2,5. Le quart de la rémunération de l'homme, mais en train d'accomplir les mêmes tâches. Voilà, c'était ça qui avait révolté les femmes. Pourquoi nous sommes en train de travailler de la même façon, nous faisons le même travail, pourquoi les hommes doivent être mieux payés que nous? Et on leur disait tout simplement parce que vous êtes femmes. Voilà. Après, ça a évolué. Oui, ça a évolué. Alors, il y a 3 événements forts qui ont vraiment marqué cette histoire et qui sont même à la base ou à l'origine de la Journée internationale de la femme. Alors, le premier événement s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Alors là, c'était les femmes du Parti socialiste d'Amérique qui avaient organisé une manifestation de revendication. C'était en 1908. Elles avaient revendiqué le droit de vote. Parce qu'elles étaient membres d'un parti politique. C'est-à-dire qu'elles exerçaient la politique, mais elles n'avaient pas le droit de voter. Voilà pourquoi elles s'étaient soulevées. Et à cause de ce soulèvement, le gouvernement américain avait accordé aux femmes américaines à l'époque une journée qu'on appelait Journée nationale de la femme. C'était propre aux femmes américaines. Et la première fois que cette journée avait été célébrée, c'était le 28 février 1909. Et ensuite, elle était célébrée chaque dernier dimanche du mois de février. C'est là jusqu'en 1913. Voilà. Alors, du côté de l'Europe, il y avait eu aussi un mouvement là-bas. C'était en 1910. États-Unis, c'était en 1908. Eux, c'était en 1910. Alors là, c'était aussi une conférence internationale des femmes socialistes. Aux États-Unis, c'était les femmes socialistes. Donc, ce mouvement est purement un mouvement des femmes socialistes. Avant de l'étendre sur toutes les femmes. C'était d'abord les femmes socialistes qui ont commencé à réclamer. Et au niveau de l'Europe, il y a eu la deuxième conférence internationale des femmes socialistes. Et au cours de cette conférence, il y avait une dame qu'on appelle Clara Zetkin, qui avait fait la proposition que l'on puisse avoir une journée de revendication annuelle pour les femmes, qu'on allait appeler Journée internationale de la femme. Et sa proposition avait été approuvée à l'unanimité par toutes les femmes qui étaient présentes à cette conférence. C'était une conférence qui avait reçu au moins 100 femmes qui provenaient de 17 pays de l'Europe. Voilà.
Et la première fois que cette journée internationale de la femme qui avait été célébrée dans le cadre des femmes socialistes, c'était le 19 mars 1911. Voilà. Et au niveau de l'Afrique, comment ça a pris des bases? Alors, au niveau de l'Afrique, à l'époque, il n'y avait encore rien. Rien. Parce que ce mouvement s'est passé dans 2 continents. Ok. Le continent américain et le continent européen. C'est après des années que ça a pu s'étendre dans d'autres continents. C'était d'abord un mouvement qui s'est passé en Amérique, mais en Amérique, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Et en Europe, c'était plus les pays de l'Est. Parce que ce sont les pays communistes, les pays socialistes. Ce sont les femmes du côté du socialisme qui ont soulevé ce mouvement. C'était ça, au fait. Et cette année, c'est quoi déjà les thèmes? Je vis, c'était investir dans les femmes, accélérer le progrès. Quel est le but poursuivi par ces thèmes cette année? Oui. Alors, chaque année, quand l'ONU Femmes nous donne des thèmes, le but principal a toujours été la réalisation de l'égalité des sexes. Ok. Ça, c'est le défi majeur, le défi principal de l'ONU Femmes. Mais cette année, ce thème a pour but principal de mettre fin à la pauvreté des femmes. Alors, pour y arriver, il faudra investir dans tous les domaines de la vie des femmes afin de les rendre financièrement autonomes. Maintenant, quand vous dites la pauvreté des femmes, qu'est-ce que vous avez constaté dans ça, quand vous dites la pauvreté des femmes? Oui, apparemment, les femmes, généralement, les femmes ont moins de ressources financières par rapport aux hommes, généralement. Généralement. Et le fait d'être faible financièrement la fragilise dans beaucoup de situations. Voilà pourquoi il faut la rendre financièrement autonome, parce que vous savez, quelqu'un qui est autonome financièrement a le pouvoir de dire oui ou non. Parce que quand vous n'êtes pas suffisamment aisé, vous êtes facilement corruptible, facilement manipulable, parce que vous vous dites, je n'ai rien, si je dois avoir quelque chose, vous risquez même d'accepter l'inacceptable juste parce que vous n'avez rien. Maintenant, lorsqu'on va investir dans la femme, dans son éducation, la santé, dans tous les aspects dans de tous sa les vie. aspects, ça va maintenant remonter la femme et la femme aura plus de voix pour décider. Ce n'est pas lui rendre un peu, vous avez compris. Terminez votre phrase. T'es-tu face à l'homme? Ce n'est pas un système qui se prépare. Non. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, j'ai terminé ma phrase. Je ne crois pas. Pourquoi je dis que je ne crois pas? Parce que le problème, c'est que l'homme a du mal à reconnaître qu'il est dans l'égalité des droits avec la femme. C'est ça le problème. Les droits, nous avons les mêmes droits. L'homme a droit au respect, la femme a droit au respect. Au niveau des droits. L'homme a droit à la santé, la femme aussi a droit à la santé. Exact. L'homme a droit. Donc, tous les droits de l'homme sont les droits de la femme. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un droit propre à l'homme et un droit qui est propre à la femme. Au niveau des droits, nous avons les mêmes droits. Mais malheureusement, les hommes ont du mal à admettre cela, que nous avons les mêmes droits. Voilà. Ok, mais il y a une question qui me vient. Lorsque vous parlez des droits de la femme et tout, de quelle, je sais pas si je dois dire, catégorie de femmes, de quelle femme vous parlez? C'est cette femme qui est allée à l'école, femme professionnelle, parce que l'image que ça donne, beaucoup plus de droits dans les travails. Alors, le femme au foyer, le femme, l'image, est-ce que vous parlez de toutes les femmes ou bien il y a des catégories de femmes qui comprennent d'abord ce que vous dites? En fait, le mouvement féministe englobe toutes les femmes. Pourquoi je dis toutes les femmes? Parce que, par exemple, quand eux, ils ont revendiqué, à l'époque, elles ont revendiqué 2 droits. Le droit de vote. Le droit de vote, par exemple. Pour voter, ça nécessite pas de travailler. Il suffit d'être une femme adulte. Vous avez le droit de voter. Donc, ça concerne toutes les femmes. Les femmes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Ça concerne toutes les femmes, le droit de vote. Tandis que côté salaire, l'amélioration des conditions de travail des femmes, là, ça concerne maintenant les femmes
qui travaillent. C'est-à-dire que le féminisme a tenu compte de toutes les femmes, de toutes les catégories de femmes. OK. Maintenant, en parlant même du féminisme, est-ce que vous pensez que le féminisme se retrouve ou bien on peut le retrouver dans nos valeurs africaines? Parce que nous sommes aussi africains et tout. Le retrouver dans nos valeurs africaines. Est-ce que vous pensez que le féminisme peut se retrouver dans les valeurs africaines? Ces mouvements de chercher l'égalité face à l'homme dans le travail, vote et tout, est-ce qu'on le retrouve déjà dans nos bases africaines? Lorsque vous regardez la culture africaine, les familles africaines, où est-ce que vous placez tout ce mouvement dans nos valeurs? Alors, quand on voit déjà l'Afrique, on parle de nos ancêtres, on parle de notre tradition. Voilà. La femme avait une seule vocation. Qui était? On l'a préparée juste pour le mariage. Yeah. La femme était juste préparée pour le mariage. Tout ce qu'on lui apprenait, c'était comment entretenir un homme, comment prendre soin des enfants, comment tenir un foyer. C'est ça. Donc, la femme était ce qui n'était pas mauvais et complètement au service de l'homme. Non, ce n'est pas... On ne dit pas que c'est mauvais, mais moi, je pense que tout être humain a une mission sur Terre. OK. Tout être humain. Alors, qu'il soit femme ou homme, il a une mission à accomplir. Donc, on ne doit pas limiter la femme au ménage ou au mariage au moment où elle a des compétences pour faire autre chose. Elle a des compétences pour faire autre chose. Il faut laisser la femme libre d'accomplir sa mission sur Terre. Si Dieu l'a envoyé pasteur, laissez-la être pasteur. Si Dieu l'a envoyé chimiste, laissez-la être chimiste. On ne doit pas la limiter au mariage. Si Dieu l'a envoyé femme au foyer. Oui, c'est pas mauvais aussi. OK. Je pense que c'est pas mauvais. Ça dépend juste du contexte. Ça dépend de l'époux qui s'occupe de son épouse. Maintenant, ma question. Le féminisme dans les valeurs africaines. Où est-ce que vous le placez? Et puis, Le féminisme, c'est pas seulement pour l'Afrique. Moi, je pense que ce mouvement est venu sauver les femmes du monde entier. Ah bon? Oui. Comment? Expliquez. Oui. La femme était victime de beaucoup d'injustices par rapport à l'homme. Et grâce au féminisme, la femme a pu comprendre certaines choses qu'elle n'arrivait pas à dénoncer, par exemple, des choses qu'elle ne comprenait pas. Grâce à ce mouvement, la femme a pu comprendre sa place. Comme quoi, par exemple? Pratiquement, oui, parce qu'on doit parler. Mais voilà. Mais moi, je rentre toujours les deux droits là qu'on avait réclamés au départ. Travail, salaire, et puis vote. La femme pensait que l'homme... Ça, c'est la confusion, en fait. OK. C'est la confusion. Le mariage n'est pas le travail. Dans le mariage, c'est autre chose. Au travail, c'est autre chose. Tu es secrétaire, je suis secrétaire, on doit avoir le même salaire. Il n'est pas question de sexe là-bas. C'est pas une question de homme-femme. Tu es secrétaire, je suis secrétaire, on doit avoir le même salaire. C'est clair. C'est clair. Et les femmes ne savaient pas ça. Elles pensaient que l'homme était supérieur à la maison, puisqu'on dit qu'il est le chef, et qu'il est aussi mon chef au travail. Mais comment quelqu'un qui est secrétaire comme toi, comptable comme toi, peut être mieux payé que toi, juste parce que toi, tu es femme? Mais aujourd'hui, ce qu'on voit aussi... Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'on voit aussi, maintenant la femme commence à confondre le féminisme au travail et dans le foyer. Là aussi, c'est une vérité. Partielle. Je n'approuve pas. Je n'approuve pas complètement. Parce que la majorité des cas, quand vous voyez l'homme commencer à dire que la femme est orgueilleuse, ma femme est têtue, très souvent, c'est lorsque la femme comprend ses droits. Lorsqu'elle met l'homme à sa place pour dire que ici, ce n'est pas ce que tu es en train de dire, c'est ceci. Ah non, elle est têtue. Ce n'est pas la têtutesse. Très souvent, c'est quelqu'un qui a compris ses droits, une femme qui a compris ses droits. Elle essaye maintenant de faire voir à son partenaire homme que voilà. Elle est affranchie maintenant. Ce n'est pas...
Je peux dire oui, hein, qu'elle est affranchie, hein, parce qu'elle était vraiment dans une prison. Et là, elle est vraiment affranchie, oui, je pense. Maintenant, dans ce que je viens de dire, dans ma vérité partielle, dans ma vérité partielle, c'est déjà un danger qui vient d'entrer dans le foyer. D'abord, le féminisme en soi n'a rien à voir avec le foyer. Ça n'a rien à voir avec le foyer, puisque les droits qui ont été réclamés là n'ont rien à voir avec le foyer. Il n'y a pas de droits qui entrent jusque dans le mariage, dans ce que la femme réclame. En tout cas, j'ai parlé des deux droits en question. Il n'y a rien qui dérange le foyer. Non, parce que lorsque je faisais mes recherches, je vis toute une liste de droits. La femme a le droit de protéger son corps. Par exemple, si elle veut la gestion, comment on appelle ça? La gestion des naissances et tout. Elle a droit à dire si elle veut des enfants ou bien elle veut s'arrêter. Mais c'est un être humain. Oui, exactement. Mais c'est normal. Maintenant, ça rentre dans le mariage, dans le fait que non, si elle veut dire non, niet. Ah, c'est là maintenant qu'elle devient têtue, elle devient impolie. Or, elle n'est pas impolie en réalité, mais c'est parce qu'on veut l'imposer quelque chose qu'elle ne veut pas. Et l'homme interprète ça en impolitesse. Mais en réalité, ce n'est pas de l'impolitesse. C'est juste une femme qui a compris ses droits et qui dit clairement les choses telles qu'elle les voit. Alors là, l'homme se voit menacé. Mais c'est ça tout justement. Alors, j'aimerais dire à ceux qui sont mariés, par exemple. Ok. On a parlé des droits. En tout cas, du côté droit, l'homme et la femme ont les mêmes droits. Il n'y a pas de discussion. Ils ont les mêmes droits. Dans le mariage, il faut savoir que le mariage est une institution. Et dans chaque institution, même vous voyez dans les entreprises, il y a un chef. Exactement. Il y a un chef. Voilà pourquoi dans l'institution mariage, Dieu a placé un chef aussi qui est l'homme. Exact. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire que parce que tu es subalterne, ton chef a le droit de t'insulter. Même dans une entreprise, tu as le droit de porter plainte à ce PDG qui t'insulte. C'est ça au fait. C'est la même chose dans le foyer aussi. C'est pas parce que je suis femme que tu dois me piétiner parce que je suis femme. Tu es chef parce que c'est toi le chef de l'institution, mais tu me dois du respect. Je te dois du respect également. Maintenant, quand la femme investit en elle, c'est pour faire face à l'homme ou bien pour avoir une société équilibrée? Alors, cet investissement en la femme, ce n'est pas la femme seule qui investit en elle. L'homme aussi investit dans la femme. Et après, la femme retourne contre l'homme. Non. Ça, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet très complexe parce que il y a beaucoup de réalités dans les mariages. Voilà pourquoi je me réserve de qualifier le comportement des femmes. Exactement. Parce que je connais beaucoup d'histoires fausses. Quand vous écoutez une partie, vous pensez que vraiment cette femme, c'est une mauvaise femme. Mais quand vous écoutez la femme, vous dites c'était juste ça. Je vais donner un exemple que j'avais donné dans une de mes émissions passées. Ok. J'avais dit, j'avais entendu l'histoire d'une femme qui vit en Europe, qui disait que elle était en Afrique, monsieur était en Europe, monsieur l'a fait venir en Europe. Elle est venue. Arrivée là-bas, elle a commencé à travailler. Alors, ils ont parlé avec monsieur. Monsieur lui a dit, bon, moi, je paye le loyer, je paye Internet, je paye ceci. Toi, en tant que femme, tu payes l'électricité, tu payes l'eau. La femme a dit, ok. La femme venait d'Afrique. Elle ne savait pas comment faire pour payer les factures. L'homme lui disait tout simplement, à la fin du mois, remets-moi par exemple autant d'euros pour pouvoir payer les factures. Et la femme remettait l'argent à son mari chaque fin du mois. Mais il est arrivé une fois en plein hiver, on est venu couper l'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez 3 mois de factures impayées, vous n'avez pas payé les factures. Comment ça? Chaque fin du mois, je remets à mon mari l'argent qu'il me demande pour l'électricité et l'eau. Mais comment se fait-il qu'on vient couper l'électricité? En tout cas, je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, nous, on a coupé parce que vous avez 3 mois d'arriéré. La femme pose la question à l'homme. Ah non, tu n'as pas le droit de me poser des questions. Non, tu n'as pas... Mais la femme se dit, mais monsieur, je te donne l'argent chaque fin du mois. Comment tu n'as pas payé? Nous sommes en hiver.
on a des enfants à bas âge, on n'a pas d'électricité. Comment faire pour avoir le chauffage dans la maison? On risque de tuer nos propres enfants. Exact. Et la femme s'est dit, en tout cas, puisqu'il en est ainsi, je ne te remettrai plus l'argent d'électricité et d'eau. Je vais chercher moi-même à savoir comment on fait pour payer la facture d'eau, comment faire pour payer la facture d'électricité. Et c'est comme ça que son mari a dit, oh non, il a commencé à vilipender la femme parmi les autres Congolais là-bas d'Europe, pour commencer à dire, ah voilà, la femme que j'ai fait venir d'Afrique devient impolie depuis qu'elle a commencé à avoir de l'argent. Or, la réalité, ce n'est pas ça. Il a escroqué sa femme. J'utilise vraiment le terme escroquer. Il a escroqué sa femme et il veut qu'on puisse se soumettre à son escroquerie. Mais c'est ce que moi j'appelle, dans nos valeurs africaines, comment est-ce que, face au féminisme, dans le foyer, la femme qui veut avoir ses droits peut résoudre ses conflits? Parce que nous savons, même s'il y a bagarre, il y a des cas pareils, on doit dialoguer. Mais qu'est-ce qui fait que, face à des situations où on peut suivre nos valeurs africaines pour les résoudre, la femme fait sortir directement le droit? En tout cas, moi, je refuse d'être une femme de l'Antiquité. Franchement, j'aime être une femme moderne. Parce que ces histoires-là, voilà, selon nos coutumes, ça nous met dans des histoires-là, des fois... mais le dialogue... Des fois obligé d'accepter l'inacceptable. Le dialogue, oui. J'accepte le dialogue. C'est dans cet angle-là que je suis. J'accepte le dialogue. Mais le dialogue, ça dépend aussi des situations. Mais... il y a des situations qui me demandent de me défendre alors dans l'extrême. Parce qu'on peut pas rester avec un homme qui te frappe à longueur de journée. Mais il n'y a pas que de violence physique. Il y a aussi des violences verbales. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale. Il y a beaucoup qui sont déjà déséquilibrés. You know. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Voilà pourquoi je me réserve de condamner directement les femmes, parce qu'il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de réalités dans les foyers. Je préfère entendre les deux sons de cloche et comprendre là où le bas blesse. Mais dans votre exemple, j'ai vu que c'était juste communication et tout. Ouais, elle va prendre... Elle a arraché, moi j'appelle ça comme ça. Arraché quoi? La responsabilité de l'homme de subvenir aux charges de l'électricité et tout. Elle a arraché comme si l'homme n'était pas responsable de ces côtés-là. Arraché comment? Vous avez bien suivi l'histoire? Parce que quand elle a vu que c'était 3 mois non payés. Et pourtant, elle donnait l'argent à son mari. Et ça s'explique comment? Moi je disais ceci. Au lieu de parler, elle a dit donc, à partir de maintenant, donc elle a décidé dans le foyer. Et elle n'a pas le droit de décider? Dialoguer, à la fin, c'est l'homme qui doit décider. Alors là, je dis faux. La conception est vraiment erronée. C'est pas l'homme qui doit décider. Nous décidons ensemble. Dans le mariage, on fait des compromis, on fait des concessions. Il y a des fois une chose que tu n'aimes pas, mais puisque ton mari aime tellement la chose, pour lui faire plaisir, tu acceptes de faire ça juste pour lui faire plaisir. Mais en réalité, tu n'aimes pas la chose. Mais il y a des grandes lignes. Tu as fait une concession. Tu as trouvé un compromis pour résoudre, pour atténuer, les problèmes. C'est ça. Maintenant, je parlais aussi de violences, comme on dit. Oui. On a vu comme on parle bien de la femme beaucoup plus africaine, parce que dans l'histoire, comme vous avez aussi expliqué, il y a eu l'Amérique, l'Europe et tout. Maintenant, l'Afrique, c'est comme si nous sommes en train de subir quelque chose qu'on essaie de maîtriser, quoi. Et on a beaucoup plus de cas de violence physique et tout, mentale et tout. Comment est-ce que le féminisme ou bien le droit de la femme met nos principes africains face à ce type de violence? Il faut recourir directement au droit, ou bien il y a aussi des cadres de famille où on peut éduquer aussi l'homme en même temps qu'on est en train de réveiller la femme. Voilà le grand problème qu'il y a en Afrique. C'est seulement la femme qui est préparée au mariage. L'homme n'est pas préparé au mariage. Voilà pourquoi il y a tous ces déboires-là. C'est vraiment le travail que l'Afrique doit faire. On doit préparer les hommes au mariage. On doit préparer les hommes au mariage. La femme est bien préparée. Elle se retrouve face à un homme violent, un homme insolent, et elle doit tout gober, elle doit
tout supporter à cause de la soumission. J'ai besoin de mon respect, monsieur. Je ne tolère pas. Ah bon? Ah oui, je ne tolère pas. Bon. Ah oui. Maintenant, lorsque vous dites droit, quelles sont les limites dans votre communication lorsque vous dites la fille, la femme doit connaître ses droits face au mariage, face au foyer? Quelles sont les limites du féminisme face à la culture africaine? Alors, le féminisme, par exemple, pour le cas de violence, le féminisme encourage les femmes à dénoncer ce qui se passe dans le foyer. Par exemple, vous avez un homme qui vous frappe. Très souvent, quand il vous frappe, chaque fois qu'il vous frappe d'ailleurs, vous vous retrouvez aux soins intensifs. Il vous frappe la fois prochaine, vous êtes aux urgences. Chaque fois, c'est ça. Vous devez dénoncer ça. Donc, si c'est moins, parce que là, vous êtes déjà aux urgences. Oui. Yeah. Donc, alors, si c'est... Même quand c'est moins, on ne tolère pas cette histoire de frapper les femmes. Mais même à l'école, on nous rappelait un peu. Quelle école? Ah, mais nous sommes africains. En tout cas, moi, je vous rappelle que j'étais dans une activité scolaire. Yeah. Le fouet a été banni de la RDC. C'est à l'époque du ministre Maker Mwangu que cette loi a été votée de bannir le fouet dans les écoles. Mais c'était... Et moi, là où j'étais, quand je t'attrape un enseignant comme ça en train de frapper les enfants, et ça, là, ils se reconnaissent. On ne jouait pas avec ça. On ne jouait pas avec ça. Parce que tu apprends à l'enfant la violence. Ah, et non le respect. Ça n'éduque pas. Je vous rassure, mais ça n'éduque pas. Les chrétiens vous diront que même le fouet ne s'éloigne pas de l'enfant. Parce que la folie est attachée à l'enfant. Vous savez que dans la Bible, il y a aussi des figures de style. Ok. Il y a des choses qui ne sont pas parlées de manière directe. On a des formes pour expliquer quelque chose. On peut utiliser les termes qu'on dit en vocabulaire. On utilise l'euphémisme, l'hyperbole. On parle au sens figuré, mais le vrai sens est autre. Mais très souvent, les gens ont une mauvaise interprétation de la Bible. Ok. Mais... On va te dire que Jésus s'était fâché au temple et tout. Jésus n'a frappé personne. Le fouet qu'il a pris, c'était juste pour disperser les gens, faire tomber la marchandise qu'il y avait sur les tables dans le temple, c'est tout. Il n'a frappé personne. Mais la Bible a dit clairement que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le fouet va corriger. C'est pas le fouet. On nous dit, apprenez à vos enfants la voix du Seigneur dès qu'ils sont petits. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'éloigner de cette voix. Là, c'est aussi un autre verset. Voilà. Vous voyez que la Bible, elle est complexe. Donc, quand vous dialoguez très bien avec vos enfants, ils vont vous écouter. Alors, est-ce que vous pensez que la femme doit dénoncer à partir des simples gifles au coup grave? Mais pourquoi il faut frapper d'abord? Non, ça arrive. Non, ça peut arriver. Là, je refuse. Je refuse. On doit être responsable. Mais parce qu'on Parlons, dialoguons. Dialoguons. On voit les dégâts que ça peut causer. Maintenant, au niveau de l'électricité, vous n'avez pas prôné le dialogue. Ici, là, maintenant, vous avez dit dialoguons. C'est pour cela, ça m'a... Mais c'est que je ne comprends pas. Ce monsieur-là, d'abord, nous a prouvé qu'il est irresponsable. Oui. Comment un homme qui a des enfants à bas âge, nous sommes en plein hiver, il connaît les inconvénients de manquer d'électricité en plein hiver, mais il se permet de ne pas payer. Ça, c'est un homme responsable? Bon, à ce niveau-là, non. Alors, face à quelqu'un qui n'est pas responsable, on prend des décisions pour l'aider à devenir responsable. Mais vous savez, par exemple, nous, les Africains, et les droits ici aux États-Unis, dès que vous êtes entre les mains de la police, vous savez ce qui peut suivre. Ça peut même causer des dégâts dans votre propre foyer. Face à de telles situations, vous allez directement encourager une femme africaine de se lancer au niveau de la police ou bien de promouvoir les dialogues, de suivre quelques étapes avant d'y arriver là. Nous parlons quand c'est des choses qu'on peut traiter.
D'abord, des fois, on est toujours dans la confusion, nous, Africains. Pourquoi on appelle la police? On appelle la police parce que je me sens en insécurité. Ok. Je me sens en danger. Je me sens incapable de me défendre seul. Voilà pourquoi je fais recours à la police pour me secourir, pour m'aider. Appeler la police n'est pas un manque de respect. Appeler la police, c'est pas un signe d'impolitesse. On cherche à être sauvé. On cherche à être délivré du danger. C'est à cause de ça qu'on appelle la police. Alors, si je me retrouve dans une posture où je me sens incapable de me défendre, j'ai le droit d'appeler la police. Mais ça peut déraper, vous savez. Pardon? Ça peut déraper. La police peut croire autre chose. Vous devez assumer les conséquences de vos actes. Donc, vous posez des actes et vous voulez qu'on vous gère d'une manière... Non, quand vous exagérez, eh bien, on doit vous exposer pour que vous puissiez subir la loi. Et en ce moment, vous allez rentrer dans les normes. Maintenant, la place que l'Africain donne au mariage ou bien au foyer, lorsque vous l'apportez le féminisme, par exemple, nous prenons le cas de nos sœurs, filles et tout, elle n'a pas eu le temps d'investir en elle-même, éducation et tout. Face au mariage, elle a l'homme qui pratiquement offre tout au niveau du foyer et tout. Lorsque elle découvre ou bien elle est maintenant consciente de ses droits, si elle met en lumière ou bien elle brandit ses lois, si elle perd le foyer et le temps passé, c'est une grande perte pour une personne qui n'est pas préparée à brandir seulement les lois sans pour autant prendre le temps d'investir en elle-même. Maintenant, les mariages, aujourd'hui, c'est comme un cadre où la femme se sent un peu, bon, si je n'ai pas bien étudié, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas... Bon, l'homme c'est ça le danger. Voilà. Maintenant, lorsque vous apportez le droit à une telle femme, quitter le foyer pendant que dehors, elle n'a pas capacité XY3. On n'oblige pas quelqu'un à quitter son foyer. Les gens sont libres de gérer leur vie comme ils veulent. Non, moi je le dis comme ça parce que lorsque vous apportez le droit chez une femme qui n'a pas préparé déjà son avenir et elle se retrouve au foyer qui actuellement commence à défendre ses droits et si ça éclate. Voilà pourquoi l'ONU Femmes a compris toutes ces choses-là. Voilà pourquoi l'ONU C'est Femmes... ça que moi je trouve un peu flou aussi. Ce n'est pas flou. On veut plutôt maintenant la rendre raisonnable. Voilà. Parce qu'une femme... très souvent, j'entends les femmes dire « Là, t'as bien pour na mobali na yo. » On s'habille d'abord pour soi. On se fait belle d'abord pour soi-même. Et ensuite, pour les autres. Je dois être propre d'abord pour moi. Je ne dois pas seulement être propre parce que j'ai un homme à mes côtés. Je dois être propre pour moi-même d'abord. Mais malheureusement, puisque en Afrique, le mariage est le centre de tout, tout ce qu'on fait est tourné... On fait tout pour l'homme. Je m'habille bien pour l'homme. Je dois savoir cuisiner pour l'homme. Non, j'apprends à cuisiner parce que je suis une femme. Je dois faire des petites recettes pour mes enfants et tout. Donc, je dois apprendre à cuisiner. Pas pour l'homme, d'abord pour moi-même. Et ensuite, mon mari va bénéficier de mes capacités de cuisiner. Maintenant, les choix, ce sont des choix personnels. Par exemple, pour l'habillement, les choix, l'homme aussi a un mot à dire dans le choix d'habillement, l'accoutrement. Parce que si la femme doit s'habiller d'abord pour elle-même, et si elle décide de mettre ce qu'elle veut. Quand je dis d'abord pour elle-même, c'est-à-dire que s'habiller, c'est autre chose. Quand moi, j'ai déjà parlé des termes... Je me rends belle pour mon homme. Je fais ceci pour mon homme. Tu ne dois pas tout faire pour un homme. Et toi, tu n'as pas une image à donner, tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas une personnalité à démontrer. Donc, tout ce que tu dois faire doit tourner autour de l'homme. Mais parfois, ce n'est pas aussi l'homme. D'ailleurs, on parlait de ça en off ici. Je disais que souvent, les femmes, lorsqu'elles ont des enfants, la vie s'arrête et puis elles commencent à vivre pour les enfants. Ça dépend. Et elle s'est dit, bon, voilà,
je donne tout à mes enfants et tout. Et puis, une fois les enfants sont maintenant adultes, non, moi, je vais passer toute ma vie pour vous. C'est vraiment africain, ça. Hein. Donc, oui, toi, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas... les parents africains qui... Là, il n'y a pas l'homme. Là, c'est la femme qui se met des limites. Non, c'est tout le monde. Yeah. En tout cas, je ne sais pas, mais on a tendance à faire payer à nos enfants les sacrifices qu'on a fait pour eux. Or, c'est le devoir d'un parent de prendre soin de ses enfants. C'est les devoirs d'un parent de prendre soin de ses enfants. On n'a pas besoin de faire payer ça plus tard. Voilà pourquoi on a même du mal à préparer l'avenir de nos enfants. On voit chez les autres, dès que l'enfant a 18 ans, ses parents lui remettent par exemple une carte. Ah, voilà, notre fils, il y a 10 000 $ dans cette carte qu'on gardait pour toi. Commence ta vie. Combien de parents africains ici font ça? Voilà pourquoi ces enfants blancs sont en avance par rapport à nos enfants. Tu verras un garçon de 23 ans qui te dit que j'ai déjà 2 maisons, voilà ceci, et on est étonné. Bon, bah, dans la vie avant, non. La vie est normale chez eux. C'est vous qui êtes en retard. C'est vous qui êtes en retard. Et ils font les choses au moment où on doit le faire. Mais nous, non, maintenant, on trouve ça normal de commencer à avoir des enfants à 40 ans. Oh non! On donne l'exemple de Sarah. Il y a combien de Sarah dans la Bible? Mais non. Comme on va aussi investir dans la prochaine génération, lorsque vous parlez du féminisme, qu'est-ce que la femme ou bien la fille africaine ne doit pas confondre? Qu'est-ce qui n'est pas du féminisme? Ou bien qu'est-ce qui est du féminisme? Le féminisme est clair. Donc, les femmes ou les filles n'ont qu'à regarder l'histoire pour comprendre ce qu'est le féminisme. Et je pense que la confusion, c'est seulement que on pense que les droits qu'on prône là-bas ont un lien avec le mariage. Or, ces droits-là n'ont pas de lien direct avec le mariage. Ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est seulement les gens qui sont dans la confusion. Ah non, il y a même certaines femmes qui ne comprennent pas aussi. Ah non, nous sommes égaux ici. Il n'y a pas question de soumission, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, parce que il y a le féminisme. Il y a pas de confusion, puisque là-bas on a parlé de droit de vote. Ça n'a rien à voir avec le mariage. On a parlé de l'amélioration des conditions de travail. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Mais ça devait commencer par l'instruction. Investir, d'abord, élever les niveaux. Maintenant, parce que le message qui est compris surtout en Afrique, c'est le droit face au mariage. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà pourquoi, parce que tout tourne autour du mariage. Voilà pourquoi les gens sont limités. Il y a même des jeunes filles. Moi, j'ai déjà vu une jeune fille avec beaucoup d'argent, une Congolaise, qui se dit que, nga moi, ina sa lelo ko ezata. Non, c'est la casse na bali. Comme ça, n'a pas de ça, ma kamuna mobile nanga. Oh. Donc, avec l'argent que tu as, tu ne peux pas investir en tant que célibataire. Tu dois attendre te marier. Et si tu ne te mariais pas? Donc, tu seras incapable. Voilà comment les gens se limitent. C'est ça que moi, je refuse tout justement. Se limiter comme ça. Donc, tout ce que tu dois faire doit être en rapport avec l'homme. Non. Toi aussi, tu as ta mission sur terre. Si Dieu t'a appelé à être une grande femme d'affaires, eh ben, commence. Commence et l'homme viendra te trouver dans ton business là. Et voilà. La même femme dira que non, je ne veux pas trop évoluer dans la vie, sinon les hommes vont me fouiller. Voilà, toujours. Voilà. Toujours. Or, moi, je pense d'ailleurs que si tu élèves ton niveau, tu as des fortes chances de rencontrer quelqu'un de niveau supérieur aussi. Tout ça, ce sont les limites. Les limitations qu'on nous met en Afrique. Moi, ça sera ma capacité. Moi, je me suis mariée déjà licenciée en administration des affaires et je travaillais déjà. Et ensuite, je me suis mariée. Maintenant, ce qu'il faut expliquer aux femmes, c'est votre niveau va aussi favoriser votre sélection. Les types d'hommes qui va vous accompagner aussi. Ah oui. Maintenant, mais très souvent, lorsqu'on est très jeune, on est dans le fantasme. Ah voilà, je veux un homme grand de taille, de teint noir comme Alexis.
Voilà. Malheureusement, déjà pris. Oui, ah oui. Voilà. Alors, au lieu de se donner, par exemple, à bien regarder, est-ce que c'est un homme responsable? Exactement. Est-ce que c'est un homme poli? On se limite, ah non, c'est un type grande taille. Vraiment là, quand il me prend, ah non, on est dans des fantasmes. Exact. Au lieu de regarder ce qu'on doit regarder. Mais quand on grandit maintenant, on comprend que j'avais fait mon choix sur base de la taille, sur base de la beauté. Alors, maintenant, quand on veut chercher à se défendre, c'est là où on devient poli. Alors moi, je voulais que vous puissiez mentionner ce qui n'est pas du féminisme. Parce que... La confusion, là, tout justement, quand on pense que... Parce que, d'abord, j'aimerais aussi donner une nuance, parce que on dit que l'homme est chef. Mais le chef dont on parle là, ce n'est pas le même type de chef que le chef d'une entreprise. Le chef d'une entreprise a des personnes qui travaillent pour lui. Tandis que le chef du mariage travaille pour les membres de sa famille. Il travaille pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Lorsqu'il réclame qu'il est chef, alors il doit pourvoir aux besoins de la famille. Mais c'est ça même, c'est ça l'homme. C'est ça sa définition, le pourvoyeur. Même dans la Bible, les besoins de la femme se tourneront vers son mari. Donc, quand j'ai besoin d'un parfum qui coûte cher, je demande à monsieur, j'ai vu un parfum qui coûte autant, j'aimerais bien que tu me l'achètes. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas possible. Ça devient difficile actuellement. Cela veut dire, j'ai pas compris. La femme aussi travaille, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Or, une femme mariée se sent aussi en sécurité lorsqu'elle reçoit aussi quelque chose de son mari. Bien qu'elle travaille, elle reçoit quelque chose que, chérie, ça c'est pour toi. Ça n'a rien à voir avec les enfants, ça c'est pour toi. Pour t'embellir, pour te faire belle. Voilà. Et lorsque elle peut... Ah oui. Et lorsque elle peut déjà subvenir à ses besoins, quelque part dans sa tête, et elle s'est dit, bon, je peux aussi vivre sans l'homme. Mais c'est ça tout justement. Parce qu'on lui a fait croire que pour t'habiller, il faut l'homme. Pour faire ceci, il faut l'homme. Alors, dès qu'elle comprend que je peux m'habiller seule, elle va se déchaîner. Voilà pourquoi il faut bien expliquer les choses pour que les gens comprennent que voilà, c'est dans ces termes-là. Alors, chacun de nous doit bien jouer son rôle. Moi, je pense que si tu es un homme qui joue très bien ton rôle, tu n'auras pas de problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger dans tout ça? Un danger dans quoi? Dans ces mouvements féminisme, droit de la femme. Est-ce que vous voyez aussi un côté? En tout cas, du côté féminisme, moi j'ai eu le temps de faire des recherches sur Wikipédia, sur Google, j'ai bien compris la chose. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Maintenant, qu'est-ce qui crée des dégâts actuellement? La confusion. La confusion. Voilà. Les gens ne comprennent pas exactement ce qu'il y a eu. Maintenant, le temps de comprendre, on sera déjà très loin dans les dégâts. Mais c'est facile aujourd'hui. On a des réseaux sociaux, on a Internet partout. On sait facilement entrer quelque part et lire. Parce que nous, on a grandi à la bibliothèque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ça. Pour se connaître des choses, il fallait lire à la bibliothèque. Nous, on a grandi avec la culture des livres. Lire. C'est pour cela, moi, cette histoire d'ordinateur, là, c'est après que j'ai fini les humanités, je vais à l'université, on commence à entendre parler des histoires d'ordinateur. Il a fallu que je termine, je devienne licenciée pour aller maintenant apprendre à Excel, Word, voilà. Alors, les enfants actuels qui ont l'occasion de grandir avec Internet et tout, vraiment, je pense que la vie est facile actuellement. C'est pour cela que je disais... Dans un site, on a l'information. Cette génération n'a pas de raison de dire que je ne sais pas, parce que ils ont tout à leur portée. Mais c'est pour cela que je disais que, parce que vous parlez des livres et de tout, mais moi quand je regarde l'Afrique, ce n'est pas cette femme-là africaine qui est habituée à des livres, à des recherches, et même aujourd'hui on a l'Internet, mais il y a même l'Internet uniquement pour des réseaux sociaux, mais je me demande si c'est pas, votre combat, c'est pas juste pour un type de femmes, catégorie de femmes et tout. Ouais. Et puis, pour ajouter, est-ce que vous pensez que tout ce que la femme est en train de dénoncer, on doit juste croire parce que c'est la femme qui a parlé? Parce qu'aujourd'hui, dans la société,
dès qu'une femme parle, on croit directement, rapidement, et on bloque l'homme, on le met en prison. Je n'ai jamais vu un tribunal où on écoute seulement une personne et on conclut pour arrêter l'autre. Non. Il y a toujours confrontation. La femme peut porter plainte, on va entendre l'homme. Et si il y a des faits qui attestent que l'homme est coupable de ce qu'on lui reproche, eh ben, il va subir. Mais non. Il va subir la loi. Mais vous voyez, c'est que... La conséquence de ces actes, c'est tout. Mais pourquoi on veut poser des actes après, quand il y a des conséquences, on refuse d'assumer? Mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si tu sais que si je me comporte comme ça, si ça dégénère, j'irai en prison, alors ne le fais pas. C'est tout. Mais c'est qu'on voit la dureté de la loi. Aujourd'hui, on voit que quand la femme, lorsqu'on écoute une femme, elle a plus de chances d'avoir raison que lorsqu'on dit, bon, écoutons aussi l'homme. Vous savez le problème? Ouais. Les hommes sont mal réputés, c'est tout. Moi, je pense qu'on veut détruire la famille, parce que si on détruit la famille, on détruit la société aussi. Non, on ne veut pas détruire la famille. On veut juste sécuriser la femme. Sécuriser ou beaucoup plus donner de pouvoir à la femme. Mais pourquoi elle ne devrait pas avoir de pouvoir? Non, de pouvoir... Parce que si elle en a beaucoup, peut-être elle ne saura pas maîtriser et voilà, ça va détruire. Non. Mais vous voyez ce que ça fait ici. Lorsque vous avez des enfants, lorsque vous n'êtes pas marié, vous avez des enfants, on vous donne plus d'argent. Lorsque vous êtes, vous allez au collège, vous avez des grants et tout. Et puis, la femme a la possibilité de se positionner mieux. Et puis, l'homme, on le met en prison. Et puis, vous voyez la différence même des sociétés. Noir, blanc et tout. C'est pas un système bien codé. Je ne pense pas. C'est seulement question de comprendre ce qu'on veut. Quand on est marié, on doit comprendre le mariage. Et en Afrique, vraiment, on exhorte les parents africains à préparer aussi les hommes au mariage. À faire quoi? Qu'est-ce que vous réclamez? Mais on doit apprendre à l'homme que c'est lui le pourvoyeur, que c'est lui le responsable, c'est lui ceci. On doit lui apprendre ça. Il doit connaître ça. Parce qu'actuellement, on a l'impression que beaucoup d'hommes ne comprennent pas leur rôle dans le foyer. Des fois, on se compare à la femme. Or, la femme, tu ne peux pas te comparer à la femme. La femme est une simple aide pour l'homme. Donc, la personne à qui on a dit tu mangeras par la sueur de ton front, c'est l'homme. C'est toi qui es obligé de travailler. La femme n'est pas obligée de travailler. Exact. N'est pas obligée. Mais si elle pense que elle peut travailler, oh bien, elle peut travailler. Elle peut travailler. Mais l'homme est obligé de travailler. Il y a une nuance. Donc, je ne vois pas pourquoi un homme doit commencer à se comparer. Toi aussi, tu travailles. Toi aussi, tu fais ceci. Non. Joue ton rôle simplement. Et lorsque la femme travaille correctement comme l'homme et qu'elle a aussi ses droits, comment elle peut réagir dans son foyer face à l'autorité de l'homme? Elle connaît ses droits, elle fait ses revenus et elle a aussi l'autorité de l'homme. Comment elle peut... En tout cas, d'abord, le mariage, il n'y a pas une forme unique qu'on peut donner à tous les couples, non. Chaque couple gère leur foyer de leur manière. Il suffit de vous entendre. Pour l'éducation des enfants, on fait ceci. Pour nos revenus, on fait ceci. Mais malheureusement, il y a beaucoup de manipulation. Très souvent, c'est ça qui révolte des fois les femmes. On a tendance à voir que tu es, par exemple, transparente. Ah, voilà, j'ai ça, j'ai reçu ça. Mais tu as l'impression que en montrant l'argent, on veut t'utiliser. OK. Comment? Il y a certaines femmes qui se plaignent. Quand mon mari amène l'argent, on parle bien. Oh non, on doit encore acheter une autre maison. Ce sont des bons projets. On doit faire ceci. On doit ouvrir un magasin à tel endroit. On doit faire ceci. Mais quand c'est l'argent de la femme, bon, chérie, moi, je trouve on doit acheter des chaussures, hein. La femme dit à son homme que j'ai amené $50,000. Mais l'homme lui propose de gaspiller $50,000 dans l'achat des chaussures, des vêtements de luxe et tout. La femme se dit, ah, avec $50,000, je peux pas acheter, par exemple, moi aussi, par exemple, un terrain, commencer à construire, par exemple, en Afrique, ou ici, je peux aussi acheter quelques trucs à mon nom. C'est pas interdit. C'est pas parce qu'on est marié qu'il est interdit d'avoir des biens privés.
Vous pouvez avoir des biens privés, mais que l'autre sache que vous avez des biens privés. Mais quand la femme dit chérie, je veux acheter une maison, est-ce que tu es d'accord et tout? Voilà. Et très souvent, les hommes ont du mal à admettre des choses pareilles. Ah, soit Sombi parlait comme tout ma casse. Bon, on est si la blomo et zangatina. Mais non, la femme aussi dit que bon, mon argent c'est mon argent et puis l'argent de l'homme c'est notre argent. Là, c'est ce qui est connu d'ailleurs. Ce sont des gens, au fait, qui ne comprennent pas. C'est pourquoi les gens doivent être enseignés par rapport au mariage. C'est ça. Les gens sont dans la confusion. C'est ça qui nous emmène dans tout ça. Bon, bon. Parce que Dieu, moi, je pense que même quand vous regardez la création, même au niveau de la création, Dieu nous démontre que l'homme et la femme sont égaux. Okay. L'homme et la femme. Je ne parle pas de mari, d'époux et épouse. Je parle de homme et femme. Parce que dans la Bible, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu devait les bénir. Il n'y a pas eu une bénédiction particulière à l'homme et une bénédiction particulière à la femme. La Bible est claire. Dieu les bénit. Il bénit l'homme et la femme. Ce qu'il a dit à l'homme, c'est ce qu'il a dit à la femme. Soyez féconds, multipliez, dominez, tout ça. C'est l'homme et la femme qui doivent faire ça. C'est-à-dire que même chez Dieu, il n'y a pas de différence. Ce sont des êtres humains. L'autre est masculin, l'autre est féminin. C'est tout. Tandis que dans le mariage, ton partenaire, c'est ton semblable. J'aime la version qui dit ton vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est la personne qui est comme toi. Alors, la personne qui est comme toi, c'est toi. Voilà. La personne qui est comme toi, c'est toi. Et comme c'est toi, tu dois prendre très bien soin de toi. C'est d'ailleurs... Si tu comprends ça dans ce sens-là, tu n'auras aucune raison de faire du mal à ton partenaire. Parce que c'est l'autre moi. C'est ma version masculine, comme Monsieur Alexis, et la version masculine de Sarah. Voilà. Et Sarah est la version féminine de Monsieur Alexis. Exactement. Si on comprend ça comme ça, il y aura pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on veut toujours manipuler l'autre, on veut escroquer l'autre. Mais Mobile Azambe est à l'hôpital. Qui te dit que Mobile Azambe est à l'hôpital? Ton mari doit être ton meilleur ami. Pire masteranga, ça doit être ton partenaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un master na hote, hein. L'homme qui dit à sa femme, na master na hote, mais tu veux être master ya nani? Nazana ba master nanga. Or, ta meilleure amie, ça doit être ta femme. Le meilleur ami de la femme aussi, ça doit être l'homme. Mais malheureusement, les gens ne le comprennent pas. Voilà. Si tu considères l'autre comme ton aide semblable, comme ton vis-à-vis, comme ton partenaire, c'est ton autre toi. Ta version féminine, ta version masculine. C'est simple. Est-ce que vous voyez l'avenir, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la femme lorsqu'elle comprendra tout ça? Un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Parce que là, il n'y aura pas d'escroquerie, il n'y aura pas de manipulation. À part le féminisme, il faut aussi comprendre la Bible, la création, le mariage, ce que Dieu dit à propos du mariage. Vous serez complète, une femme complète. Une femme qui a Dieu, une femme qui connaît ses droits, c'est parfait. Exactement. C'est parfait. Et pour citer déjà, quel est l'appel que vous lancez aux filles, aux femmes, au foyer, concernant tout ce voyage de féminisme et droits de la femme? Quel est votre appel? Moi, je demanderais aux femmes et aux filles de faire valoir leurs droits. De ne pas se laisser piétiner, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser manipuler, de faire valoir leurs droits. De faire valoir leurs droits dans le calme, pas dans la violence. Exactement. Parce qu'il n'y a pas seulement la violence physique, il y a aussi la violence verbale. C'est-à-dire qu'il faut savoir dialoguer, il faut savoir parler. En lingala, on dit, yebaro solo là. Solo là bien. Solo là bien, en tout cas, il n'y aura pas de souci. Est-ce qu'il y a il n'y aura pas de problème. Comment on appelle? Des coachings concernant le dialogue dans le droit, dans le féminisme. Je vois comme s'il y a seulement réveil.
est-ce que vous prenez que la femme doit avoir aussi des manières à faire connaître, à communiquer ses droits, tout en restant femme et non... Oui, c'est pas j'ai dit que de faire valoir dans le calme, dans la paix, sans piétiner les droits de l'autre. Parce qu'il faut toujours se rappeler que là où tes droits se limitent, c'est au moment où les droits de l'autre commencent. Donc, il faut respecter l'autre. C'est simple. Si on évolue dans le respect, dans la connaissance de ses droits, c'est beau de voir une femme chef, une femme ministre, mais quand son mari vient à la maison, elle redevient femme. Exactement. Voilà. C'est très beau à voir. Et là, on voit que c'est des femmes qui savent faire la différence entre le travail et le foyer. Le problème qu'il y a actuellement, c'est la confusion. On ne comprend pas. On pense qu'on est chef au bureau, on est aussi chef à la maison. On est chef au bureau, mais à la maison, on est l'épouse de quelqu'un, la complice de quelqu'un, pire master Jomo Roboy. Donc, c'est ça. Wana skoza oyo kino balobara basisko bakomi ko lekana. Donc avec un bureau chef à lekania comme si nanda bakomi chef. Alors qu'en réalité, l'homme veut que la femme redevienne ou bien soit une femme à la maison. Bien sûr. Même si elle va lancer des fusées dehors, mais à la maison, elle veut sentir cette féminité, si je peux dire ça comme ça. Oui, à condition que l'homme aussi lui facilite la tâche. Ok. Oui, il faut faciliter la tâche à l'autre. Voilà. Il faut vraiment faciliter la tâche de l'autre. Dieu est clair. Même de la création de la femme, il a pris la côte gauche de l'homme, qui est le juste milieu de l'homme, pour faire voir aux autres ou au monde que la deuxième personne que je suis en train de créer est l'égale de la première personne. Il n'a pas pris les os de la tête, il n'a pas pris les membres inférieurs pour que la femme soit inférieure au supérieur. Il a pris le juste milieu de l'homme pour dire que l'être que je crée est l'égal du premier être. Exact. Sauf que cette fois-ci, c'est la version féminine de l'homme là, masculin là qu'il y avait avant. Voilà sa version féminine. Voilà pourquoi la femme est plus raffinée par rapport à l'homme. La femme, parce que l'homme, c'est le produit brut. Et la femme, c'est le produit net. On a enlevé les tares qu'il y a dans l'homme pour avoir la femme. Voilà, la femme est plus raffinée. Elle a une voix plus raffinée par rapport à l'homme. Voilà. Cette femme-là, c'est ta version féminine, tout simplement. Alors, lorsque tu comprends que celle-là, c'est mon autre moi, c'est fini. On ne se fait pas du mal. Exact. Donc, si tu comprends que c'est ta version féminine, tu ne lui feras pas de mal et vous allez vivre en parfaite harmonie. C'est seulement que chacun comprenne son rôle, que chacun joue très bien son rôle. Quand vous jouez très bien votre rôle, c'est parfait. C'est parfait. On va vous dire, mais, soit on a raté. Il y a aussi des incompréhensions, mais tellement que ça se traite bien. On se comprend tellement que on n'a pas besoin de crier. On sait se comprendre facilement parce que on comprend que celle-là, c'est mon autre version. Mon autre moi. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Madame Lay. Et je vois que il y a de l'équilibre. Moi, je pensais qu'on allait être dans les extrêmes. Mais j'ai senti vraiment l'équilibre. Oui, il y a l'équilibre. J'ai senti que nous sommes apaisés. Parce que lorsque je vis vos notes, je me suis dit vraiment, il y a la défense ici. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Je sais pas si vous avez un mot pour la fin et tout. Merci beaucoup, Monsieur Alexis. Le plaisir est partagé. Nous avons passé un bon moment. On a eu des fous rires sur ce plateau et je pense que c'est le message qu'on a voulu communiquer à toutes les femmes et à tous les hommes également. Moi, je les appelle nos éternels compagnons de lutte. Les hommes, ce sont nos partenaires à vie. Donc, il faut pas qu'on soit en conflit. Il faut qu'on s'entende très bien. Très bien. Comme je l'ai dit dans tous abats, pire master. Pire master. To coopérer bien. C'est tout. Ce to coopérer la vie bien.
Macheza calme, promesate. Voilà. C'est comme ça que je pourrais dire au revoir à nos internautes. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup. Ok. Merci de partager la vidéo. Merci d'avoir suivi et on se voit à la prochaine. Bye. Bye bye.